comptabilité est faite, elle est faite parfaitement, il y a des petits carnets, tout est décompté, depuis le sandwich qu'on achète à midi avec la canette de Sprite ou de Coca à chaque guetteur, donc chaque chouf, on appelle ça un chouf, chaque charbonneur. Le système est particulièrement bien monté. Vous avez donc au bas de l'échelle les guetteurs qui ont entre 11 et 13 ans, donc ils ne vont plus à l'école parce qu'on ne va pas perdre du temps à aller à l'école, attendez qu'on peut gagner de l'argent. C'est ça qui est pas normal. Mais je vous dis pas que c'est normal, madame. Je vous explique juste comment ce qu'on a vu. Ensuite, c'est un état des lieux. Voilà. Un état des lieux. Ensuite, il y a le revendeur qui récupère les gens qui arrivent à l'entrée de la cité. Ces gens-là, on leur demande leur papier d'identité, on leur garde le temps qu'ils aillent faire la transaction, on garde leur carte d'identité ou leur passeport ou leur permis de conduire, histoire de les récupérer après. Ils vont faire leur transaction, c'est-à-dire donc ils vont acheter la marchandise pour eux, pour leurs copains, pour leur famille. Ils ressortent, on sait d'où ils viennent, où ils repartent parce qu'on a peur que ce soit des flics qui soient déguisés ou voilà. Il y a une fois que si jamais il y a une BAC, une brigade anticriminalité qui rentre dans la cité, il y a des jeunes aussi qui ont entre 10 et 13 ans qui sont chargés de crier et d'alerter, de siffler, dire pour les caillasser, pour voilà, occuper le terrain. Les flics arrivent, donc on arrête le marché pendant 10 minutes, mais il faut l'arrêter le temps le plus court possible parce que sinon c'est autant d'argent qui vous passe entre les doigts. Voilà, tout est organisé. On a des nourrices. Donc les nourrices, ce sont des gens qui prêtent, mais prêter est un grand mot parce qu'est-ce qu'on a vraiment le choix quand on vit dans ces endroits-là, qui prêtent leur appartement avec les clés de leur appartement, qui n'ont plus les clés de chez elles et qui sont obligées, contraintes de laisser leur logement ou une pièce de leur logement ouverte 24/24 pour qu'on puisse venir récupérer du stup, venir déposer de l'argent, enfin voilà, tout est particulièrement organisé avec comme finalité de réinvestir l'argent, car l'argent est réinvesti pour aller récupérer du produit à nouveau en Espagne ou au Maroc, pour blanchir l'argent. Donc blanchir l'argent, c'est acheter des snacks, des épiceries, des taxiphones, monter des opérations immobilières. Voilà, il y a des vrais circuits d'argent qui se sont montés dans ces cités et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, et rien ne s'arrête, c'est ça la question. Alors, c'est intéressant de le dire et de... Mais des arrestations, il y en a. Il y en a. Du travail policier, il y en a. Des infiltrations, il y en a. Des enquêtes, il y en a. Mais avec... Les arrestations, ils sont libérés tout de suite ou... Ils ne sont pas libérés tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre le travail policier et le travail de l'institution judiciaire. Et les policiers nous l'ont raconté. Et il y a même des magistrats qui nous ont expliqué que pour eux, c'est difficile de travailler, que les enquêtes, elles sont coûteuses, que brancher des écoutes, que de suivre des go-fast, voilà, ça coûte de l'argent. Et est-ce que la société aujourd'hui a les reins suffisamment solides de manière financière pour tout? C'est pour ça que... Vous dites ce qu'ils font avec l'argent récupéré? Non mais oui, c'est écrit dans le livre et elle l'a précisé. Il y a une agence qui s'appelle La Grasque qui a pour finalité de récupérer l'argent, de récupérer les biens mobiliers et immobiliers des trafiquants et d'essayer de récupérer l'argent. Enfin, ça on l'explique aussi. Et ce qu'on en fait après, on l'explique également. Oui. Non mais disons que l'intérêt là-dedans, c'est pas de poser la question ou de s'interroger sur le que fait la police, parce que j'entends depuis tout à l'heure plusieurs fois, mais les policiers, de toute façon, d'eux-mêmes, ils vont pas prendre la décision de faire une descente dans une cité. Ils ont des supérieurs hiérarchiques, que je sache. Et la police, voilà, qui est l'autorité judiciaire. Au-dessus de tout ça, il y a quand même des ministres. C'est pour ça que tout à l'heure, j'en revenais à la question de la politique. Mais je sais bien que ça vous... Mais, oui, mais écoutez, alors c'est parfait. Puisqu'on est en train de dire que les parents, ils y peuvent rien. Les politiques, ils y peuvent rien. Les policiers, ils y peuvent rien. Donc visiblement, ils sont tombés. Mais c'est pas l'objet. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, poser les questions et essayer d'avancer dans un débat en se disant comment faire évoluer tout cela, c'est peut-être aussi ce qui peut intéresser. L'état des lieux que vous faites, il est très intéressant parce qu'on se dit, oui, effectivement. Alors, oui, il y a des opérations de police, vous le soulignez et vous le dites. Oui, il y a des condamnations. Quand on lit, on se dit des fois, c'est peut-être insuffisant. Et on se dit aussi, il y aurait peut-être des moyens, d'autres moyens peut-être à mettre en œuvre.
pour que ce soit plus peut-être efficace ou percutant. Après, Parce la qu'il est nature vrai. a horreur du vide. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on Exactement. démantèle un réseau un mardi soir, le jeudi matin, il est remplacé par un autre. Par un autre. Qui essaiera justement de déjouer les méthodes policières pour pouvoir survivre 2 semaines ou 2 mois de plus que le précédent qui vient de se faire choper par les enquêteurs des services de police et de gendarmerie. La nature a horreur du vide et elle a tellement horreur du vide que de toute façon, le but aussi des règlements de compte, c'est de créer du vide et de créer un appel d'air pour pouvoir prendre la place de l'autre. Et prendre la place de l'autre, c'est liquider alors de manière sanglante parce qu'un règlement de compte à la Kalachnikov, c'est ce qu'on peut imaginer de pire et c'est ce qu'on voit dans les films. Hein. On a des policiers dans la salle qui vous expliqueront que c'est dégueulasse, c'est violent, ça se passe en début de nuit au pied des immeubles, que c'est au vu et au su de tout le monde, que les mères qui habitent dans les tours HLM descendent et qu'en général elles sont une des premières à trouver leur gamin troué sur le pavé. On en a une qui a accepté de témoigner, qui vous explique de manière brutale, parce qu'elle avait besoin de le dire comme ça. Elle nous a dit, moi, mon gamin, je l'ai reconnu parce que j'ai reconnu ses baskets. Voilà, j'ai reconnu ses baskets, j'avais juste envie de le prendre dans les bras, les flics m'ont pas laissé faire. Alors les flics l'ont pas laissé faire parce qu'il y a tout un protocole judiciaire qui doit être mis en place pour laisser les experts travailler et essayer de recueillir le plus d'indices possible, parce que la parole, elle est compliquée dans ces endroits-là. Venir dire à des flics, moi je sais qui a tué mon gamin, même s'il y a certaines familles qui ont des éléments de réponse, c'est totalement impossible parce qu'on sait que le lendemain on va venir vous l'expliquer qu'il fallait pas parler. Donc il y a un vrai travail de police technique et scientifique qui doit se faire. Donc cette mère-là nous dit, moi j'avais envie de serrer mon gamin dans mes bras et d'arrêter le sang qui coulait du trou qu'il avait dans le visage. Donc c'est brutal et la nature elle a horreur du vide parce qu'on sait qu'il faut libérer la place et se faire sa place pour venir monter son réseau aussi et sa petite entreprise qui elle ne connaît pas la crise. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils ont un rapport à la mort qui est un rapport particulier. Nous le voyons de l'extérieur en nous disant « Oh c'est triste, il est éliminé comme ça, le pauvre presque on dirait », mais réfléchissons au fond de l'affaire aussi. Parce que quelque part, quand ils s'engagent dans ce genre de carrière, si c'est pour eux une carrière... Non, ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir. Ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir. Pourtant, vous l'écrivez, hein, vous dites à un moment donné que pour eux, ils savent que ça sent l'embrouille, ils savent que la mort, elle est présente, ils savent la donner, hein, ils savent la donner. Et puis, bon, il y a des choses, là, je cite, hein, tous les homicides ne sont pas liés à des règlements de compte entre trafiquants de drogue des cités. Nuance, un cadre de la police. On règle des différends parfois terriblement futiles à coups de Kalachnikov, futiles, on dit, hein, futiles, hein, des conflits futiles. Ces jeunes sont très fiers, parfois pour n'importe quoi, un litige banal d'ordre privé, il suffit d'avoir eu le dessous lors d'une bagarre dans un bar, et on liquidera l'autre à l'arme de guerre, c'est quand même... Hein, c'est gros, voilà. Dans ce cas, ça ressemble à un réglo sur fond de stup, ça en a l'air et l'odeur, mais ce n'est pas ça. Et vous appelez ça des embrouilles. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des cités, je voulais pas vous heurter quand je dis au soleil, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous citez la chanson La misère est moins triste au soleil. C'est pour ça que je me suis permise de le dire, jamais j'aurais parlé ainsi. Mais c'est pour vous dire, quoi, c'est quand même pas tendre ces histoires-là, ils le disent. Il y a un magistrat que j'ai lu qui dit ils aiment regarder mourir leur victime en leur regardant droit dans les yeux, mais ça fait froid dans le dos. Mais bon, c'est un magistrat qui est cité dans le livre. C'est les enfants de je veux dire que. C'est les enfants de Scarface. Ils ont tous voilà, c'est ça. Oui, C'est pour ça que je renvoie sans arrêt quand même à la société que nous sommes. Interrogeons-nous sur la société que nous sommes. Je ne sais plus qui disait que. Les gamins, ce ne sont plus des gamins, ce ne sont pas des enfants. Mais ils ont plus. Il n'y a plus rien de l'enfance. Oui, c'est ça. Ils sont adultes à 11 ans, quoi. C'est ça. Mais pourquoi le sont-ils? Pourquoi deviennent-ils aussi violents? Encore une fois, c'est un ensemble de choses, un ensemble de considérations. Et voilà, je ne sais plus qui disait, la violence commence là où la parole s'arrête. Donc, à partir du moment où ils sont dans des systèmes où il n'y a plus d'échange, où il n'y a plus de parole, les mots n'ont plus de valeur. On ne
qualifie plus la différence entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Il n'y a plus de repères pour qualifier tout ça, parce que malgré tout, nous, on met des mots là-dessus.